tous, je m'appelle Morgane Coite, je suis étudiante en dernière année de maîtrise en criminologie, option sécurité intérieure à l'Université de Montréal. Euh, Dans le cadre de la chaire de recherche en prévention de la cybercriminalité, j'ai eu l'occasion de réaliser plusieurs notes de synthèse sur les victimes de différents types de cyberfraude. Aujourd'hui, je suis ravie de vous présenter l'une de mes notes de synthèse sur les fraudes sentimentales en ligne dans le cadre de cette conférence. Avant de commencer, je tiens juste à préciser que dans un premier temps, la grande majorité des informations que je vais mentionner ont été soulevées dans des études antérieures et non dans la mienne. Je présenterai quelques résultats de ma recherche personnelle à la fin de la présentation seulement. Donc tout d'abord, on parle de fraude sentimentale lorsque, souvent par le biais de sites de rencontres, d'applications ou de médias sociaux, des escrocs profitent des personnes à la recherche de partenaires romantiques en prétendant être des partenaires potentiels. Ils vont jouer sur des déclencheurs émotionnels pour amener leurs victimes à fournir de l'argent, mais également des cadeaux ou des données personnelles. Les escroqueries amoureuses, elles peuvent aller jusqu'à durer des années et causer d'importants dommages financiers, mais également émotionnels. Au Canada, en 2018, la cyberfraude sentimentale, elle a représenté le type de fraude ayant coûté le plus d'argent aux Canadiens, avec un peu plus de 23 millions de dollars de pertes rapportées pour 756 victimes, soit une perte moyenne d'environ 30 500 dollars par victime. En ce qui concerne le profil des victimes, la majorité des études s'accordent pour dire que les femmes sont plus susceptibles de signaler cette fraude et partent donc du principe qu'elles en sont plus victimes. Toutefois, certaines études avancent qu'il n'y aurait pas tant de différence entre les hommes et les femmes, mais que les hommes auraient toutefois possiblement plus honte de signaler cette fraude. Quoi qu'il en soit, bien que les femmes et les hommes soient tout aussi susceptibles de perdre de l'argent suite à leur exposition à une telle fraude, la perte médiane d'argent, elle est presque 2 fois plus élevée pour les hommes. En ce qui concerne leur âge, dépendamment des études, les victimes auraient généralement entre 40 et 60 ans. Fait important à préciser toutefois, certaines études précisent que les victimes sont plus généralement des parents célibataires et que les personnes des communautés LGBTQ+, sont tout aussi ciblées par les fraudeurs que les personnes hétérosexuelles. En ce qui concerne les constatations principales et les facteurs de risque, les personnes qui ont des croyances romantiques élevées, et plus particulièrement celles qui ont tendance à idéaliser leur partenaire romantique et leur relation avec ce dernier, sont plus susceptibles d'être victimes de cette fraude. Par croyance romantique élevée, les victimes ont en fait souvent tendance à utiliser des mots ou des expressions comme c'est mon âme sœur, c'est l'homme ou la femme de ma vie, c'est lui ou elle que j'ai attendu toute ma vie, ou des choses comme ça. Les personnes qui sont plus impulsives, plus instruites, qui font plus confiance aux autres et qui ont surtout une disposition à la dépendance sont également plus susceptibles d'être victimes de fraude sentimentale en ligne. Parmi elles, certaines personnes, elles sont moins susceptibles de détecter des faux profils en ligne, notamment les personnes qui pensent principalement aux avantages à court terme plutôt qu'à long terme, les personnes qui n'ont jamais repéré ce type de fraude auparavant, et les personnes qui analysent l'authenticité des profils en ligne plus rapidement. Toutefois, paradoxalement, alors que les personnes plus impulsives sont plus susceptibles d'être victimes de cyberfraude sentimentale, ces dernières ont aussi tendance à mieux distinguer les faux profils des profils légitimes sur les sites de rencontres. Bien qu'il soit assez difficile d'interpréter ce résultat en apparence contradictoire pour l'instant, cela pourrait s'expliquer par le fait que certaines personnes impulsives elles suivent leur instinct initial lorsqu'elles éprouvent un certain malaise ou doute face à un profil et mettent donc immédiatement ce profil de côté et ne s'y attardent pas davantage. Pour finir, des erreurs motivationnelles et cognitives sont également commises par les victimes dans leur prise de décision, donc qui résultent de la manipulation du fraudeur, telles que par exemple donc, le fait d'être davantage attiré et faire confiance aux personnes en position d'autorité. Par exemple, les fraudeurs auront souvent tendance à se faire passer pour des médecins, des militaires ou des diplomates, par exemple. Il est important de préciser ici toutefois que les faux profils féminins sont légèrement différents et vont souvent plutôt représenter une infirmière, une étudiante fauchée ou des femmes qui auront très peu de vêtements sur leur photo de profil. Sinon, autre erreur cognitive, les victimes ont tendance à vouloir davantage aider lorsque le scénario présente un individu vulnérable financièrement ou émotionnellement. Les fraudeurs, ils vont souvent faire croire, par exemple, qu'ils ont un enfant malade ou qu'ils sont veufs depuis tout récemment et que c'est très dur à vivre pour eux.
ou encore qu'ils sont par exemple militaires à l'étranger et que pour une raison X ou Y, ils n'ont plus du tout d'argent et appellent donc la victime à l'aider lui, tout en contribuant à l'effort de guerre de son pays, si on peut dire. Les victimes auront aussi tendance à réagir rapidement face à une situation d'urgence ou de crise qui sera présentée par le fraudeur. Par exemple, lorsque ce dernier va menacer de rompre la relation avec la victime après plusieurs mois, voire même années de discussion entre eux, ce qui est souvent le cas. Elles ont tendance à découvrir aussi qu'elles partagent des faux centres d'intérêt avec le fraudeur, c'est-à-dire des intérêts communs créés de toutes pièces par le fraudeur, mais aussi à croire que plus elles investiront en temps et en argent dans la relation, plus cette dernière elle a de chances d'atteindre son but. Au sein de la littérature, c'est ce qu'on appelle aussi l'effet des coûts irrécupérables ou le phénomène du quasi-gagnant. Plus concrètement, en fait, la victime, elle peut se dire que si elle a déjà payé les frais médicaux du fraudeur, ses dettes et même son visa pour venir au Canada, et ben, si le fraudeur lui demande d'acheter un billet d'avion pour qu'il puisse la rejoindre, la victime va se dire qu'elle n'a jamais été aussi près de rencontrer ce qu'elle croit être son âme sœur. Donc, elle aura tendance à continuer à avancer des fonds en pensant toujours qu'elle n'a jamais été aussi près de rencontrer le fraudeur. Pour finir, les victimes, elles ont également tendance à faire preuve de dissonance cognitive, c'est-à-dire que lorsqu'elles constatent des informations contradictoires données par le fraudeur, elles auront tendance à se concentrer sur la version qu'elles préfèrent croire et faire abstraction du reste. En fait, le principal enjeu de cette fraude, c'est clairement la revictimisation multiple des victimes. Certaines d'entre elles éprouvent de vrais symptômes de dépendance et il leur est difficile de rompre la relation ou même de croire que celle-ci ait pu être fausse, même lorsqu'elles sont alertées de la fraude en cours par des personnes en position d'autorité comme la police ou les banques par exemple. La majorité d'entre elles vont continuer à vivre dans le déni et continuer leur relation avec le fraudeur ou alors passer directement à la fraude sentimentale suivante, augmentant ainsi leur probabilité de devenir des victimes répétées. La victime, elle peut continuer à se faire arnaquer par le même fraudeur après avoir été avisée qu'il s'agissait d'une arnaque pour plusieurs raisons. Très souvent, le fraudeur, il va recontacter la victime par la suite en se faisant désormais passer pour un policier ayant retrouvé le fraudeur et ayant besoin d'argent pour pouvoir retrouver les fonds de la victime. Ou alors, tout simplement, le fraudeur, il peut faire croire à la victime qu'il est finalement vraiment tombé amoureux d'elle au cours de la fraude et que même si c'était vraiment de la fraude au début, maintenant, il est vraiment sincère envers elle. Donc, en ce qui concerne les recommandations, les personnes qui interviennent auprès des victimes de ce genre de fraude, elles doivent vraiment être conscientes de l'importance et de la gravité des impacts psychologiques et émotionnels sur la victime que cette dernière considère souvent comme étant bien supérieurs aux pertes financières subies, peu importe le montant perdu. Dans le pire des cas, les victimes, elles passent par les étapes du deuil pour passer à travers cette épreuve. Elles vivent la perte de la relation comme traumatisante et dévastatrice. Elles peuvent se suicider ou l'envisager et certaines sont même prêtes à aller jusqu'à payer le fraudeur pour maintenir la relation. Afin de prévenir la revictimisation liée à la dépendance aux relations frauduleuses, certaines études proposent que les programmes de sensibilisation pourraient s'inspirer de ceux ayant déjà été élaborés pour traiter la dépendance au jeu ou à l'alcool, par exemple. Pour finir, au lieu de simplement informer les individus quant à l'existence de cette fraude et les indices pour la reconnaître, les programmes de sensibilisation devraient plutôt mettre en évidence les comportements que les individus devraient modifier pour se protéger, ainsi que former ces derniers à détecter les escroqueries via des exercices plus concrets. En ce qui concerne les limites des études sur le sujet, en fait, seule une chercheure en particulier, Monica Whitty au Royaume-Uni, semble s'être attardée sur cette fraude pour le moment. Dans ses études, elle n'hésite pas à soulever les limites de ses propres recherches et à suggérer des exemples de futures études à mener. Il est important aussi de tenir compte de l'importance du chiffre noir existant concernant cette fraude, d'autant plus que certains groupes, donc par exemple les hommes ou les communautés LGBTQ+, semblent être moins susceptibles que les autres de signaler une telle fraude. Pour rappel, selon le Centre antifraude du Canada, seuls 5% des fraudes seraient signalées aux autorités. Également, les différents rapports et études sur cette problématique ne distinguent pas les victimes selon qu'elles aient été seulement trompées.
ou qu'elles aient également perdu de l'argent lors de la fraude. Les facteurs de risque pourraient ainsi être différents. Et évidemment, il est nécessaire de poursuivre les recherches sur cette fraude afin de confirmer ou d'approfondir les résultats trouvés jusqu'à présent. En effet, les études réalisées expliquent parfois mal les contradictions ou résultats mis en lumière. En ce qui concerne ma recherche personnelle, en fait, pour finir, je trouvais ça pertinent de présenter quelques résultats que j'ai constatés dans le cadre de mon travail dirigé de maîtrise en ce qui concerne les enjeux concrets pour les institutions par rapport aux victimes de cyberfraude sentimentale. J'ai constaté 4 points principaux en particulier en ce qui concerne les enjeux pour les institutions financières. Alors, premièrement, il est possible que la victime fasse des demandes d'emprunt ou d'hypothèque pour le fraudeur et non pour elle. Il est possible en fait qu'à un moment donné, la victime elle n'ait plus suffisamment d'argent à fournir au fraudeur et donc que ce dernier lui demande de faire un emprunt auprès de sa banque. Si la victime ne parvient pas à obtenir cet emprunt, le fraudeur il peut la faire culpabiliser, voire même l'insulter pour son incompétence ou menacer de rompre la relation, ce qui peut être une grande source de stress pour la victime. Il est également possible que la victime aille jusqu'à faire une demande d'hypothèque, par exemple lorsque le fraudeur lui fait croire qu'il compte passer sa vie avec elle, qu'il veut construire une maison avec elle et qu'elle devrait donc commencer dès à présent à faire les démarches nécessaires en ce sens. Évidemment, si la victime arrive à obtenir ses demandes d'emprunt ou d'hypothèque, le fraudeur va réussir à détourner et voler cet argent en manipulant la victime d'une manière ou d'une autre. Deuxièmement, il est parfois possible de remarquer un comportement suspect ou étrange de la victime au sein de son institution financière. En effet, elle pourrait s'y rendre plusieurs fois par semaine, voire par jour, pour effectuer des transferts d'argent pour le fraudeur. C'est-à-dire que la victime, elle reçoit sur son compte bancaire de l'argent qu'elle doit retransférer au fraudeur, ou alors qu'elle reçoit de l'argent de la part du fraudeur qu'elle doit retransférer un peu partout dans le monde. Au sein de la littérature, on dit dans ce cas-là que la victime, elle fait la mule pour le fraudeur et il arrive que les victimes soient donc impliquées dans des activités criminelles, principalement du blanchiment d'argent, sans même s'en rendre compte ou en avoir conscience. Le fraudeur manipule et fournit en fait plein de raisons en apparence légitimes à la victime et cette dernière est donc sincèrement persuadée qu'elle ne fait rien de mal et qu'elle est juste en train d'aider ce qu'elle croit être son âme sœur. Si la victime elle se fait questionner sur ses agissements, elle risque donc de ne pas comprendre du tout pourquoi on lui pose de telles questions et pourrait même avoir l'impression d'être considérée comme une criminelle par son institution financière si cette dernière lui demande davantage d'explications. Évidemment, pour pouvoir réaliser autant de transferts, les victimes peuvent également ouvrir de nouveaux comptes bancaires dans diverses institutions qui ne serviront à ces transferts-là. Troisièmement, on pourrait constater une certaine inconsistance et des changements d'avis soudains dans les demandes de la victime auprès de son institution financière. Celle-ci, elle pourrait par exemple demander dans un premier temps à son institution de l'aider à effectuer un très gros virement à l'étranger. Une fois ce dernier fait, la victime elle pourrait commencer à douter de l'identité et de l'authenticité du fraudeur, donc de retourner dans son institution financière pour faire annuler le transfert. Mais elle pourrait très bien revenir encore une troisième fois vers son institution financière seulement quelques heures plus tard pour dire qu'il ne s'agit finalement pas d'une fraude et qu'il faudrait donc annuler le retour de son argent et continuer le transfert initial vers le fraudeur. En fait, la victime elle peut juste être complètement perdue quant à savoir si le fraudeur est bel et bien un fraudeur ou une personne authentique. Pour finir, dernier point, il est également possible que les victimes elles fassent davantage confiance aux fraudeurs plutôt qu'à leur institution financière. Dans le cas, par exemple, d'un gros virement qui aurait été effectué à l'étranger, si le fraudeur mentionne à la victime qu'il n'a jamais reçu l'argent, il est possible que la victime elle prenne le parti du fraudeur et pense sincèrement que ce dernier n'a pas reçu l'argent et que c'est son institution financière qui lui ment donc lorsqu'elle lui dit que l'argent est bien arrivé à destination. La victime elle pourrait remettre en cause la parole des employés de la banque, exiger des preuves du succès du transfert et dans le pire des cas, aller jusqu'à porter plainte à l'ombudsman de sa banque. Donc voilà en ce qui concerne mes principales constatations. Toutefois, il est important de préciser qu'à la base, ma recherche elle s'attarde sur les victimes de cyberfraude en général et pas sur les victimes de cyberfraude sentimentale. Les résultats que je viens de présenter, ils proviennent donc que d'une seule personne que j'ai eu l'occasion d'interviewer. Mais ces résultats démontrent toutefois qu'il serait vraiment pertinent de justement poursuivre les recherches sur ces enjeux pour les diverses organisations.
Donc, pour conclure brièvement, cette fraude, elle va beaucoup plus loin que la simple naïveté de la victime. Les fraudeurs utilisent beaucoup de techniques de manipulation et les victimes ont beaucoup de mal à démêler le vrai du faux dans tout ça. Il existe une vraie problématique de dépendance et de déni de la victime. On pourrait peut-être même aller jusqu'à parler d'emprise du fraudeur sur la victime. Quoi qu'il en soit, souvent les victimes, elles refusent de voir la réalité telle qu'elle est, mais plutôt telle qu'elles voudraient qu'elle soit. C'est donc une fraude assez particulière à traiter et qui présente beaucoup d'enjeux et de défis, autant en ce qui concerne la gravité des impacts psychologiques pour la victime qu'en ce qui concerne les enjeux pour les institutions financières, policières ou autres. Voilà, j'espère que ma présentation vous aura plu. Je vous remercie de votre attention. Pour ceux qui voudraient consulter la note de synthèse version écrite ou les références que j'ai utilisées, la note est disponible sur le site de la chaire de recherche en prévention de la cybercriminalité au lien que j'ai affiché sur le PowerPoint. La version anglaise y sera également disponible prochainement. Donc, merci à tous et bonne journée.